Bonjour à tous, dans cette vidéo je fais quelques rappels et des compléments sur ce que l'on appelle le groupe symétrique. Cela sert d'introduction au cours sur les déterminants. Alors, groupe symétrique, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord quelques rappels et quelques notations. Ici, n est un entier non nul, je noterai grand sigma n, parfois pas prononcé grand sigma. B sigma n, l'ensemble des permutations de 1n. Alors, je vous rappelle qu'une permutation de 1n, c'est une bijection de 1n dans lui-même. Donc, sigma n, c'est l'ensemble des bijections de 1n dans lui-même. Attention donc, les éléments de sigma n sont des applications. Des applications qui vont de 1n dans 1n. On regroupe ces applications bijectives pour former grand sigma de n. On verra que grand sigma de n possède n factoriel éléments. Il y a n factoriel bijection de 1n dans lui-même. Plus généralement, n factoriel bijection d'un ensemble à n éléments dans un autre ensemble à n éléments. On verra ça dans le cours sur le dénombrement. Alors, la proposition suivante donne l'explication du second mot du titre, là, le premier mot même, groupe symétrique. Grand sigma n pour la loi rond, ça désigne la loi rond, est un groupe. De façon plus générale, je vous laisse revoir votre cours sur le groupe. On a vu que si X est un ensemble non vide quelconque, l'ensemble S indice X des bijections de X dans X est un groupe pour la composition. Alors, pourquoi un groupe? Faisons ça rapidement oralement. La loi rond est une loi de composition interne à l'intérieur des bijections de X dans X. Si on la composée de deux bijections de X dans X est une bijection de X dans X. D'autre part, vous savez que rond est une loi associative. On peut, si f, g et h sont des bijections de x dans x, écrire f rongé rond h avec des parenthèses autour de f et g ou de g et h. On considère ainsi la même application. Donc, il nous faut aussi un neutre. L'application neutre pour rond, c'est identité. Ici, l'identité va de grand X dans grand X, et à tout élément petit x de grand X, elle associe lui-même. Et enfin, si une application f est une bijection de x dans x, elle possède une réciproque. Et cette réciproque, c'est une symétrique pour le rond à l'intérieur de Sx, puisque la réciproque d'une bijection de x dans x, c'est aussi une bijection de x dans x. Donc voilà, si x c'est 1n, ça donne le grand sigma n. Hein. Grand sigma n, c'est S de 1n, qui est souvent noté, et de plus en plus souvent, S indice n. Alors bon, je garde la notation grand sigma n, notamment parce qu'on a beaucoup utilisé Sn pour des sommes. Enfin bon, la plupart du temps vous trouverez Sn. Bon, dans la suite on donne quelques exemples et la notation la plus courante pour noter justement l'un des éléments de grand sigma n. Alors, on a mis en place la notation grand sigma n, on a dit que c'était un groupe. Alors, c'est le groupe symétrique d'ordre n. Voilà pour son nom. Groupe, c'est sa propriété. Alors, pour petit sigma appartenant à grand sigma n, je vous rappelle que petit sigma est une application, une bijection de 1n dans lui-même. On écrit le plus souvent sous la forme suivante, sigma égale, alors, une ligne comme ça, donnant tous les éléments, 1, 2, 3, n-1, n, et en dessous, leurs images. On pourrait imaginer une patate avec 1, 2, 3 jusqu'à n dans la première, les images classées dans le même ordre dans l'arrivée avec des flèches, mais évidemment ça serait un petit peu complexe. La notation la plus courante, donc je répète, vous notez toujours 1, 2, 3 jusqu'à n en première ligne, et en deuxième ligne, sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3, sigma de n-1, sigma de n. L'exemple que j'ai donné, donc grand sigma 5, qu'est-ce que ça désigne, ça là? Eh bien, la bijection qui va de 1, 5 dans lui-même, qui a 1 associe 2, qui a 2 associe 5, qui a 3 associe 1, qui a 4 associe 3, et qui a 5 associe 4. Vous voyez que tous les éléments de 1, 2, 3, 4, 5 ici là sont atteints. Donc l'application est surjective. D'autre part, aucun élément dans 1, 2, 3, 4, 5 n'a la même image. Donc elle est injective. Injective et surjective, c'est une bijection. C'est donc une permutation de 1,5. Une bijection de 1,5 dans lui-même, donc une permutation de 1,5. Une petite remarque sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça laisse envisager la façon dont on démontre que le nombre d'éléments de sigma n, c'est n factoriel.
combien il y a de façons d'écrire un objet de cette forme. Vous voyez que pour sigma 1, vous avez n choix. Et sigma 1 étant fixé pour mettre sigma 2, vous avez n-1 choix, puisque vous ne pouvez pas mettre sigma 1, sinon votre application ne serait pas injective. De même pour sigma 3, vous avez n-2 choix. Finalement, n fois n-1 fois n-2 fois 2 fois 1 choix. On retrouve par là le fait que le cardinal de sigma n, c'est n factoriel. Alors, j'ai terminé le tableau en donnant une description de grand sigma 3. Bon, on a bien sûr le cardinal de sigma 3 égale 6, donc il y a 6 permutations de 1, 2, 3. Décrivons-les complètement, parce que 6... Le suivant, c'est 24, ça fait beaucoup. 6, on peut les écrire toutes. Alors, il y en a une qui est très particulière, celle qui a 1 associe 1, à 2 associe 2 et à 3 associe 3. Ça, là, c'est identité de 1, 3. Après, vous avez celle qui fixe un élément. Alors, ces trois-là, on les appelle des transpositions, par exemple. Ici, 1 est fixé, 2 est envoyé sur 3, 3 est envoyé sur 2. Ici, 2 est fixé, 1 est envoyé sur 3, 3 est envoyé sur 1. Ici, 3 est fixé, 1 est envoyé sur 2, 2 est envoyé sur 1. Donc ça ces trois-là, ça s'appelle des permutations. Tous les éléments sont fixes, sauf 2 qu'on échange. Enfin, il y a ce qu'on appelle des permutations circulaires. Par exemple, ici, 1 est envoyé sur 2, 2 est envoyé sur 3, 3 est envoyé sur 1. Ou alors, 1 est envoyé sur 3, 2, ici c'est 1, 2, 3, donc ici c'est 1, 2, 3, comme ça, 1, 2, 3. Donc 2 est envoyé sur 1, 3 est envoyé sur 2, 1 est envoyé sur 3. Vous voyez qu'il y a aucun point fixe. Alors, ça nous fait bien 6 bijections. Je montre sur ce petit exemple comment fonctionne, si j'ose dire, la notation avec la loi rond. Alors, je vous rappelle que quand on a F et G, deux applications comme ça, G rond F, on fait F d'abord. Autrement dit, l'application qui est décrite ici va s'appliquer aux éléments de 1, 2, 3 avant celle-ci. Ici, par cette application, 1 est envoyé sur 2 et 2 est envoyé sur 3. Donc, par la composée, 1 est envoyé sur 3. Ici, on aura quelque chose comme ça. 1, 3. De même, ici, 2 est envoyé sur 1 par la première application qui envoie 1 sur 1. Donc, 2 est envoyé sur 1. Par la composée, j'entends 3 est envoyé sur 3 qui est envoyé sur 2. Voilà. Pour l'image de 3 par la composée. Donc 1 ici, on peut toujours mettre 1, 2, 3. 1 est envoyé sur 1 qui est envoyé sur 2. 2 est envoyé sur 3 qui est envoyé sur 3. 3 est envoyé sur 2 qui est envoyé sur 1. Alors, regardez sur ce simple exemple. Vous voyez qu'ici, j'ai pris soin d'écrire G rond F et F rond G à l'intérieur de grand sigma de 3. Et on trouve deux résultats différents, deux applications distinctes. Rond n'est pas une loi commutative. Il y a peut-être des éléments qui commutent à l'intérieur de grand sigma 3. Par exemple, identité commute avec tout le monde. Mais de façon générale, on ne peut pas dire que tout couple d'applications commute. Donc, rond n'est pas commutative à l'intérieur de grand sigma n. Ce n'est pas un groupe commutatif. C'est un groupe, mais pas commutatif. Voilà pour les premières définitions et les notations usuelles. Alors, parmi les permutations de 1n, c'est-à-dire les éléments de grand sigma n, on en distingue certains qui sont des cycles. Alors, dans la suite du cours, n est supérieur ou égal à 2. Alors, soit sigma dans grand sigma n et p dans 2n. P va être ce qu'on appelle la longueur du cycle. Alors on dit que sigma est un p-cycle ou un cycle de longueur p si et seulement si il existe des entiers k1, k2 jusqu'à kp, tous entre 1 et n, et 2 à 2 distincts, tels que, alors, là on veut décrire sigma. Décrire sigma qui est une application de 1n dans 1n, c'est décrire la façon dont il agit sur chacun des éléments de 1n. On commence par expliquer la façon dont il agit sur K1, K2 jusqu'à Kp, c'est-à-dire les éléments d'ensemble K1, K2 jusqu'à Kp. Alors, il envoie K1 sur K2, il envoie K2 sur K3, il envoie Kp-1 sur Kp, et il envoie Kp sur K1. D'où l'aspect cyclique de son action, en tout cas de son action sur l'ensemble des entiers K1, K2 jusqu'à
Kp, parce que on n'a pas fini de décrire son action sur les entiers de 1n, il faut aborder évoquer ceux qui sont dans 1n sans être dans l'ensemble des KI. Alors cela, il les laisse invariants. Sigma de Kp égale Kp, voilà ce que c'est qu'un P-cycle. Alors, les notations qu'on utilise, on fait référence à un cycle en ouvrant une parenthèse comme ça et en citant juste le PUplay des éléments de cet ensemble-là, sur lequel il agit sans laisser les choses invariantes. Alors cet ensemble s'appelle le support. Si on met des accolades comme ça là, et qu'on cite en vrac, les KI, ça s'appelle le support de sigma. Si on les met dans l'ordre a une grande importance, puisque K1 est envoyé sur K2, qui est envoyé sur K3, Kp-1 est envoyé sur Kp, et Kp est envoyé sur K1. Alors, vous remarquez que dans cette notation, il n'y a pas tous les éléments. Donc, il faudra faire attention, quand on cite un cycle, à dire dans quel grand sigma il est. Je vous donne un exemple tout de suite. Si on se place dans sigma indice 7, si je cite le cycle 3, 1, 2, 5, vous voyez que c'est l'application qui va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans elle-même, qui a 3 associe 1, qui a 1 associe 2, qui a 2 associe 5, qui a 5 associe 3, et qui laisse un du coup. Vous voyez qu'il faut citer le fait que c'est dans sigma 7, sinon on ne sait pas ici quelle longueur mettre derrière quels entiers mettre derrière le plus grand cité à l'intérieur du cycle. Alors 4 est envoyé sur 4, puisque invariant, 6 est envoyé sur 6, 7 est envoyé sur 7. Remarquez que ce cycle, j'aurais très bien pu l'écrire 1, 2, 5, 3, ou toute autre permutation circulaire de ces éléments. Voilà, alors on donne tout de suite deux résultats importants qui concernent les cycles. Les deux propositions en question, les voilà. La première que je viens d'encadrer, dans sigma n, deux cycles dont les supports sont disjoints. Disjoint signifie son intersection vide. Commute. Alors le mot commute est important ici, puisque la loi rond dans le grand sigma n n'est pas commutative. Quand une loi n'est pas commutative, il y a des éléments qui peuvent ne pas commuter l'un avec l'autre. On a vu par exemple dans l'ensemble des matrices carrées munies du produit matriciel, il y a des matrices AB telles que AB égale BA, et d'autres pour lesquelles ce n'est pas vrai. Donc celles qui commutent ont une propriété particulière, la loi n'étant pas commutative, toute matrice ne commute pas avec toutes les autres. La preuve en question, c'est assez clair, j'ai noté. En effet, comme les supports des cycles sont disjoints, l'un agit sur le support de l'autre comme l'identité. Donc peu importe qu'on le fasse avant ou après. Donnons un petit exemple dans sigma indice 10, donc les permutations de indice dans lui-même. Si on fait agir sur un n le cycle 2, 4, 8, 7, puis le cycle 3, 1, 5, regardez, je fais agir donc ce cycle. Ici, 2 est envoyé sur 4, 4 est envoyé sur 8, 8 est envoyé sur 7, qui lui-même est envoyé sur 2. Alors, ensuite, si je fais agir 3, 1, 5, eh bien, j'ai pas terminé, si vous voulez. Si je devais écrire le reste, il faudrait que j'écrive 1, 3, 5, 6, 9 et 10. Et là, ça serait terminé. Mais regardez, quand je vais faire agir 3, 1, 5 sur le résultat, eh bien, 3, 1, 5 ne va agir ni sur 4, ni sur 8, ni sur 2, ni sur 7. Autrement dit, on peut le faire après ou avant, c'est pareil. 3 est envoyé sur 1, 1 est envoyé sur 5, 5 est envoyé sur 3. Les autres sont donc laissés invariants par les deux. Donc par la composée, hop. Et ici, donc c'est comme si j'avais fait 3, 4, 8, 7, après avoir fait 3, 1, 5. Alors, le deuxième résultat important, toute permutation de 1n, donc tout élément de grand sigma n, distincte de l'identité, s'écrit de façon unique, alors à l'ordre près, puisqu'on a vu que les cycles à support disjoint commutent, je répète, s'écrit de façon unique à l'ordre près comme une composée de cycles à support 2 à 2
disjoint. On dit qu'on peut décomposer toute permutation de 1n sous forme de composé. On dit parfois produit, parce que quand on a une loi, on a tendance à l'écrire, notamment une loi de groupe de façon multiplicative. Bon, on dira composé ici. Toute permutation de 1n s'écrit comme se décompose en une composée de cycles à support 2 à 2 disjoints. On va pas faire une preuve complète, on l'admet. Vous pouvez regarder dans un polycopier ou d'autres, mais je vais vous donner plutôt que de donner une preuve dans le cas général, un exemple de décomposition d'une permutation dans indice. Je fais ça tout de suite. Voilà l'exemple que je vous propose dans grand sigma 10 pour comprendre comment on décompose une permutation ici de 1 10, mais de façon générale de 1n en produit, vous voyez j'ai dit produit, en fait en composé de cycles à support disjoint. Alors allons-y, regardez dans cette permutation, 1 est envoyé sur 4 et 4 est envoyé sur 1. Alors dans sigma, il y aura deux cycles en l'occurrence, 1, 4, on verra que ça s'appelle une transposition. 2 n'a pas encore été cité, lui il est envoyé sur 6, qui lui-même est envoyé sur 7, qui lui-même est envoyé sur 8, qui lui-même est envoyé sur 2. Vous voyez que ça clôt un cycle comme ça, qui est le cycle de 6, 7, 8. Alors, parmi les entiers qui sont écrits, ici, le plus petit c'est 3. Or, 3 est envoyé sur 9, qui lui-même est envoyé sur 10, qui lui-même est envoyé sur 5, qui lui-même est envoyé sur 3. Là aussi, ça referme un cycle, à savoir le cycle 3, 9, 10, 5. Alors là, vous pouvez regarder, tous les entiers entre 1 et 10 sont dans cette écriture, 1, 2, 3, 4 est là, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors notre décomposition est terminée. Vous pouvez vérifier a posteriori en appliquant ça les uns après les autres à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un exemple 2 où là il y a un invariant. Regardez par exemple ici. Bon, je pense que vous avez compris, on part de 1, 3. 3 est envoyé sur 4, qui est envoyé sur 1, ce qui ferme le cycle. Le plus petit entier non écrit, c'est 2. 2 est envoyé sur 6, qui lui-même est envoyé sur 2, ce qui ferme le cycle. Alors, le plus petit non écrit ici, c'est 5. Mais 5 est envoyé sur 5, donc il n'y a plus besoin de personne, puisque 6 ensuite est écrit. Ici, on peut écrire rond l'identité, mais ça nuirait à l'unicité de la décomposition. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des éléments affectés par aucun des cycles à support disjoint. Dans ces cas-là, ils sont invariants par petit sigma. Alors, des cycles particuliers. J'ai cité ça tout à l'heure, ici il y a 1, 4, que fait 1, 4 elle échange 1 et 4, 4 est envoyé sur 1, 1 est envoyé sur 4, et tous les autres entiers sont invariants. Alors ça s'appelle une transposition. Donc dans grand sigma n, toujours avec n appartenant à grand N pour n supérieur ou égal à 2, un 2 cycle, on appelle ça une transposition. Je reviens à ce que j'avais dit sur le premier tableau. On s'était mis dans sigma 3 et au moment d'écrire les 6 éléments de sigma 3, je vous en ai cité certains comme étant des transpositions, notamment l'application qui a 1, 2, 3 associés respectivement 3, 2, 1. Vous voyez que 1 et 3 sont échangés quand 2 est invariant. Donc ça, en fait, ça c'est égal à la transposition 1, 3. Égal 1, 3, et 2 n'est pas cité parce que invariant. Alors, on va caractériser un petit peu plus précisément les transpositions et surtout donner un résultat de décomposition de toute permutation en composé de transposition. Alors, à propos de transposition, soit sigma dans grand sigma n, c'est-à-dire une permutation de 1n, c'est une transposition s'il existe deux entiers i et j dans 1n avec i différent de j, tel que sigma, c'est le cycle ij. Je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que i est envoyé sur j, j est envoyé sur i, et tous les autres éléments de 1n sont invariants
par sigma. Une notation qui est parfois employée, une lettre qui rappelle le T, taux ou etc. T pour transposition indice IJ. Une remarque importante, c'est que si vous composez IJ par elle-même, tous les éléments qui sont ni I ni J vont être invariants par celle-ci et invariants par celle-là, donc invariants par la composée. Ici, J est envoyé sur I qui est envoyé sur J, donc J est envoyé sur J par la composée. Idem pour I, autrement dit, la composée des deux, c'est l'identité. Quand j'écris identité, c'est identité de 1n, mais ça serait toujours impolon. Ceci veut dire que la réciproque de la transposition IJ, c'est IJ. Vous voyez que ça, c'est un élément idempotent pour la composition. Sa réciproque, c'est elle-même. Un point important, la réciproque d'une permutation est de sigma de 1n, donc dans sigma indice n, et elle aussi dans sigma indice n. Je vous rappelle que grand sigma n, c'est un groupe pour rond, donc toute permutation admet sa réciproque dans grand sigma n. Donc ici je dis la réciproque. Si vous avez noté avec une lettre rappelant le T, donc TIJ-1, c'est TIJ elle-même. Alors, le théorème que je vous annoncer, c'est celui-là. Toute permutation de 1n, c'est-à-dire tout élément de grand sigma n, est une composée de transposition. On dit aussi qu'on peut décomposer toute permutation de sigma n sous forme de produit ou composé de transposition. Alors, la preuve, on va en faire deux. Une preuve qui utilise les cycles. En effet, on sait déjà que toute permutation de 1n est une composée de cycles à support disjoint. Eh bien, il suffit de décomposer chacun de ces cycles en transposition pour avoir le résultat voulu. Alors, prenons un cycle K1, K2. Je vous rappelle ce que c'est qu'un cycle, c'est hop, le choix de P entier à l'intérieur de 1n, de façon que K1 est envoyé sur K2, qui est envoyé sur K3, puis Kp-1 est envoyé sur Kp, qui lui-même est envoyé sur K1. Les entiers non cités dans le PUPlay sont invariants. Je vais faire agir K1, K2 par composé sur ce cycle-là. Alors, d'abord, tous les éléments qui ne sont pas écrits sont invariants. Voyons ce qui advient de K1 quand on lui applique, quand on applique ça à 1n. K1 est envoyé sur K2, et là, K2 est envoyé sur K1. Donc, par cette composée, K1 lui-même est invariant. Qu'est-ce qu'il advient de K2 ? K2 est envoyé sur K3, et puis il n'est pas touché par ce cycle. Donc, K2 est envoyé sur K3 par la composée. Tout pareil jusqu'à Kp-1 qui est envoyé sur Kp, qui n'est pas touché par cette transposition. En revanche, regardez, l'image de Kp par le cycle ici, c'est K1, et l'image de K1 par la transposition, c'est K2. Donc l'image de Kp par la composée, c'est K2. Finalement, K2 est envoyé sur K3, qui est envoyé sur K4, etc., qui est envoyé sur Kp, mais lui-même est envoyé sur K2. Donc, ça clôt le cycle. Alors, si on recommence maintenant avec le cycle obtenu ici, là, K2, K3, eh bien, vous avez compris, on va obtenir le cycle K3, K4, etc., jusqu'à Kp. Donc, si on fait l'une composée après l'autre, ça peut s'écrire K2, la transposition, K2, K3, rond la transposition, K1, K2, rond C, notre cycle de départ. Eh bien, c'est un cycle qui a diminué de 2 éléments, si j'ose dire. C'est le cycle K3 jusqu'à jusqu'à Kp. Alors, vous comprenez l'idée. On va continuer à composer à gauche ici notre résultat, enfin notre décomposition, pas encore décomposition, mais composée déjà écrite, de façon à réduire à chaque fois la taille. Je fais ça derrière, mais anticipons, l'avant-dernier coup, on aura Kp-1 Kp. On va composer par Kp-1 Kp, et donc on aura une transposition rond elle-même, et ça fait l'identité. J'écris ça de l'autre côté.
J'ai écrit ce que je disais à l'instant, hein. Si on part du cycle C qui est K1, K2 jusqu'à Kp, qu'on compose successivement par K1, K2, puis K2, K3, puis finalement par Kp-1 Kp, on trouve l'identité. Alors, pour trouver la décomposition finale, il suffit de recomposer. Regardez d'abord une première fois ici à gauche par Kp-1 Kp, hein, la transposition Kp-1 Kp, j'aurais pu l'appeler, c'est un peu long à écrire comme ça, c'est pour ça que souvent on écrit T indice P-1, etc. Ici un T indice P-1 P, ici T indice P-1 P-2, ici, hop, après composé, on va se retrouver avec K2, K3, rond 3 petits points, rond ici K1, K2. K1, la transposition, K1, K2. Hein, vous voyez, parce que quand je compose ça par une première fois ici à droite par K1, P-1 Kp, j'obtiens ça ici, avec ça là. Puis après composé par tous les éléments qui sont ici, hein, l'identité à chaque fois reçoit ici sur sa gauche tout ça, et puis finalement il reste que c'est. Je vous rappelle que ce qui fait marcher ça, hein, c'est que la composée d'une transposition avec elle-même, c'est l'identité. Donc par exemple ici, la première étape, quand je compose à gauche les deux membres de cette égalité par Kp-1 Kp, ça disparaît ici et ça apparaît ici. Idem pour tous les autres. Donc vous voyez que finalement, décomposer un cycle, c'est pas très compliqué. Regardez par exemple dans sigma 5, le cycle 1, 3, 4, 5, c'est la transposition 1, 3 composée par la transposition 3, 4 composée par la transposition 4, 5. Vérifions. Alors, pour vérifier, il faut remettre ici les antécédents. 3, 4, 5, enfin 1, n. Et regardez l'effet de la succession de l'application de ces trois transpositions, hein, qui sont des permutations particulières, là-dessus. Alors, 1 n'est pas affecté par celui-là. Donc là, 1 est envoyé sur 1, qui est envoyé sur 1, qui est par celle-là envoyé sur 3. 2 est envoyé sur 2 par celle-là, qui est envoyé sur 2, qui est envoyé sur 2. Donc 2 reste invariant. 3 est envoyé sur 3 par celle-là, qui est envoyé sur 4 par celle-là, qui n'est pas touché par celle-ci. Donc 3 est envoyé sur 4. 4 est envoyé sur 5 par cette transposition, n'est pas affecté par celle-ci ni par celle-là, donc 4 est envoyé sur 5. Et regardez, c'est 5 qui est particulier. 5 est d'abord envoyé sur 4, qui lui-même est envoyé sur 3, qui lui-même est envoyé sur 1. Alors voilà, regardez, ça c'est bien ici, hein, la permutation de 1, 5 ainsi écrite, c'est celle qui envoie 1 sur 3, 3 sur 4, 4 sur 5 et 5 sur 1. C'est bien le cycle 1, 3, 4, 5, 2 étant invariant par celui-ci. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait dans le cas général, hein. Bon, dans cette vidéo, vous avez compris, je ne donne pas de preuves théoriques, je veux que vous compreniez comment on fait en pratique et que vous généralisiez, si vous voulez, en vous disant qu'on peut le faire pour tout permutation à l'intérieur de tout grand sigma n. Une deuxième preuve, on peut remettre à leur place les images de 1n par sigma en utilisant des transpositions. Je m'explique en donnant un exemple dans grand sigma 7. Supposons que petit sigma soit la permutation de 1,7 dans lui-même qui a 1 associe 5, 2 associe 2, 3 associe 1, 4 associe 5, 5 associe 6, 6 associe 3, etc. Regardez, je vais partir de la fin en essayant de faire des transpositions pour remettre... ici, j'ai 4, mais je voudrais un 7. Donc je vais appliquer la transposition 4-7. Alors, qu'est-ce qui arrive? 7 est envoyé sur 4, qui lui-même est envoyé sur 7. Le 7 qui ici va être envoyé sur 4, et les autres vont être invariants. Hop. Alors, regardons ce que j'ai fait. Ici, j'ai remis 7 à sa place. Remarquez que on voyait déjà que notre sigma était composé d'une transposition 4-7, hein, puisque 4 était envoyé sur 7 et 7 était envoyé sur 4. Mais ça, c'est un coup de chance. Maintenant, ici, j'ai 3, or je voudrais 6. Donc, je vais appliquer 3, 6. Attention, il faut que j'économise un petit peu mes lignes.
Donc j'applique 3, 6, 7, 3 est envoyé sur 6, 6 est envoyé sur 3, les autres sont invariants. 7 et 6 sont désormais à leur place. Ici, je veux un 5, donc je vais appliquer 3, 5. Si j'applique 3, 5, ici j'ai 5, ici j'ai 3, là j'ai 4, 1 et 2. 4, 5, 6, 7 sont désormais à leur place. Ici, je voudrais un 3. J'applique la transposition 1, 3. 2 ne bouge pas. 1 est envoyé sur 3. Et hop, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça c'est fini, puisque finalement, regardez, si je résume la situation, ici j'ai 1, 3. Rond 3, 5, rond 3, 6, rond 4, 7, rond sigma égale identité, donc sigma égale, alors c'est comme tout à l'heure, hein, je vais composer ici successivement à gauche, ici je vais avoir 1, 3, 3, 5, 3, 6 et 4, 7. Alors voilà une décomposition finie. Cette transposition ici, cette permutation là de départ, voilà sigma, s'écrit comme produit de 4 transpositions. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les transpositions. On passe au 4e point qui concerne la signature d'une permutation. On introduit donc maintenant la notion de signature d'une permutation. Donnons la définition, soit sigma appartenant à grand sigma n, toujours n appartenant à grand N avec n supérieur ou égal à 2, donc sigma est une permutation de 1n. On appelle signature de sigma et on note avec un epsilon comme ça là, de sigma. Alors pour l'instant un nombre, on verra en fait que c'est moins 1 moins. Donc signature de sigma, c'est le produit pour tous les couples I, J entre 1 et n avec I strictement plus petit que J, des sigma de J moins sigma de I, donc au numérateur la différence des images et au dénominateur la différence des antécédents. Alors dans le même sens, regardez ici j'ai écrit J moins I pour que les dénominateurs soient toujours positifs. Dans ces cas-là, on écrit sigma de J moins sigma de I. Je vous rappelle que sigma de J et sigma de I, ce sont des entiers, hein, des entiers entre 1 et n. Vous voyez que si on échange l'ordre des différences au numérateur et au dénominateur, on multiplie par moins 1 chacun des deux et ça ne change rien. On peut écrire aussi I moins J au dénominateur, sigma de I et moins sigma de J au numérateur. Donc, a priori, si vous voulez, c'est un nombre rationnel, hein, puisque c'est un produit de quotient d'entiers. Mais on va voir que c'est moins 1 moins 1. Donnons un petit exemple dans sigma indice 4. Autrement dit, une permutation de 1, 4, une bijection de 1, 4 dans lui-même, en l'occurrence celle qui a 1 associe 2, à 2 associe 4, à 3 laissera un invariant et à 4 associe 1. Vous voyez que j'ai préparé le travail en écrivant tous les quotients hein, ici, donc il y aura 2 moins 1, 3 moins 1, 3 moins 2, puis 4 moins 1, 4 moins 2, 4 moins 3. L'image de 2 c'est 4, et l'image de 2 c'est 4 et l'image de 1 c'est 2, donc ici il vient 4 moins 2, l'image de 3 c'est 3 et l'image de 1 c'est 2, l'image de 3 c'est 3, je viens de le dire, et l'image de 2 c'est 4. L'image de 4, c'est 1, donc là j'aurai à chaque fois moins, moins, et 1, moins. Alors, l'image de 1, c'est 2, l'image de 2, c'est 4, et l'image de 3, c'est 3. Alors, une petite remarque très importante, comme sigma est une bijection, regardez, toutes les paires ici, 1, 2, puis 3, 1, puis 3, 2, etc. sont présentes une fois au dénominateur, mais également une fois au numérateur. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, la paire 3, 2 est présente sous la forme de la différence 3 moins 2 ici. Alors que la paire 4, 1 est présente sous la forme de la différence 1, 4. Néanmoins, ici,
il y a les mêmes paires d'entiers, si j'ose dire, hein, qui sont concernés par des différences, une fois au numérateur et une fois au dénominateur. Je veux dire par là que, regardez, à chaque fois, on va retrouver, si vous voulez, quelque part, ici, un moins 1 exposant quelque chose. À chaque fois, ici, je sais que quelque part est 1, 2. Alors ici, si je remets 2, 1 à la place de 1, 2, il faut que j'écrive 1 ici. Je sais que 3, 1 va se trouver quelque part. Bon, il est là, la paire 3 1 est concernée par cette différence. J'écris 3 moins 1 alors qu'il y avait 1 moins 3. Ici, c'est plus 1. La paire 3-2, là, j'ai pas besoin d'échanger puisque je vois 3 moins 2. Il n'y a pas de moins 1 exposant qui se rajoute. La paire 4-1, elle est là. Là, oui. Hein, ici, si j'écris 4 moins 1 au lieu de 1 moins 4, il faut que je rajoute ici. Enfin, la paire 4-2, elle est dans si j'ose dire, la différence concernant la paire 4-2 est dans le bon sens. Donc, j'écris 4 moins 2 sans ajouter de 1 ici. Puis finalement, la différence concernant la paire 4-3, elle est là, c'est 3 moins 4. Je vais écrire moins 4 moins 3, donc il faut que j'écrive ici encore 1. Autrement dit, regardez, hein, on résume ça à moins 1 exposant 4. Autrement dit, ici, ça fait 1, puisque ici, vous avez vu, hein, toutes les différences ici se simplifient, et ce quotient vaut 1. Alors, sur ce petit exemple, je pense que vous avez compris que la signature de sigma, ça sera soit 1, soit moins 1, en fonction du nombre d'inversions qui se trouve au moment où on considère la différence concernant une paire déjà présente au dénominateur. Alors, j'écris ça et on donne un lien justement entre la signature et le nombre d'inversions. On va introduire cette notion. Alors, j'ai formalisé ici ce que je vous racontais à l'instant. D'abord, pour sigma dans grand sigma n, la signature de sigma, c'est soit 1, soit moins 1. La preuve, alors, comme sigma est une bijection de 1n dans lui-même, je reprends le numérateur de la fraction qui définit la signature. On y voit le produit des sigma de j moins sigma de i pour toutes les paires ij où i est plus petit que j. Mais comme justement sigma est une bijection, ici les paires de j, les paires concernant les différences concernant une paire ij va être présente une fois et une seule parmi ça. Une fois et une seule, soit sous la forme j moins i, soit sous la forme i moins j. Autrement dit, une fois qu'on met des valeurs absolues, ici, il y aura toutes les différences, cette fois sans signe, donc on peut les mettre dans le bon sens, à savoir que les différences j moins i seront toutes présentes, comme on l'a vu dans notre exemple. Ça veut dire que la valeur absolue du numérateur et du dénominateur de notre fraction sont égales. Autrement dit, on savait que c'était un rationnel. Ici, c'est un rationnel de valeur absolue 1, et ça, c'est moins 1 ou 1. Alors, une définition pour formaliser là encore cette notion d'inversion qu'on a vue dans notre exemple. Toujours sigma, un élément de grand sigma n, une permutation de 1n. On dit que sigma présente une inversion dans la paire ij, ij étant deux éléments de 1n, si et seulement si, alors l'un est plus petit que l'autre, c'est très symétrique, hein, on peut les citer dans l'ordre que l'on veut, l'un est plus petit que l'autre. En revanche, si c'est i qui est strictement plus petit que j, sigma de i est strictement plus grand que sigma de j. Vous voyez qu'on dit qu'en ij, sigma inverse l'ordre, inverse l'ordre des éléments de la paire ij. Alors, la propriété que je vous annonçais, la voici. Et on va la démontrer de l'autre côté. Pour un élément de grand sigma n, donc encore une fois, hein, une permutation de 1n, la signature de sigma, c'est moins 1 exposant, alors j'ai appelé grand I de sigma, où grand I de sigma est le nombre de paires ij, j'ai pas redit que c'était de nombre de 1n, où sigma présente une inversion.
Alors, autrement dit, moins 1 exposant le nombre entier de fois où on repère une paire IJ avec I strictement plus petit que J et l'image de I strictement plus grande que celle de J. Alors, à la lecture de l'exemple, je pense que c'est assez clair. On va faire une démonstration assez sommaire et en tirer des conséquences ensuite pour les transpositions et les cycles. Alors pour faire l'approche, je vous rappelle que la signature de sigma, c'est un produit de quotient. Donc c'est le quotient des produits, respectivement ceux que j'ai écrits au numérateur et au dénominateur. On sait que ce quotient appartient soit à 1 ou à moins 1. Enfin c'est 1 ou moins 1. Regardons le numérateur. On a vu que le nombre de facteurs négatifs au numérateur, c'est I sigma. Le nombre de fois que sigma présente une inversion. De plus, je rappelle notre raisonnement, comme sigma est une bijection, ici au numérateur, les différences concernant une paire KL donnée vont apparaître une fois et une seule, chacune, soit dans l'ordre, soit dans le désordre. Je m'explique, si on appelle K et L les images ici au numérateur, ça va, avec K strictement plus petit que L, ça va apparaître sous la forme L-K s'il n'y a pas d'aversion, et K moins L s'il y a une inversion. Si on remet tout dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on écrit systématiquement L moins K, il vient moins 1 exposant I sigma du produit des L moins K pour tous les K strictement plus petits que L. Mais cette dernière écriture, c'est un produit avec des indices ici qui sont muets, donc on peut écrire I strictement plus petit que J, plus petit que M, D, J moins J, pardon. Alors attention, j'ai oublié le moins 1 égale ici moins 1 exposant I de sigma multiplié par, ici c'est bien aussi multiplié. Alors quand on divise par ceci là, il reste signature de sigma égale moins 1 exposant nombre d'inversions. Un petit exemple pour voir comment exploiter ce résultat, je me suis placé dans grand sigma 7 et j'ai choisi la permutation de 1 7 qui a 1 associe 3, qui a 2 associe 6, etc. Alors, il faut repérer les paires ou de nombres entre 1 et 7 où sigma présente une inversion. Commençons par celle qui concerne 1. Vous voyez que l'image de 1, c'est 3. Donc, on va chercher après 1 tous ceux qui ont une image plus petite que 3 alors qu'eux sont plus grands. Alors, vous voyez qu'il y a 3, 4. Et qu'il y a 1, 4, excusez-moi, j'ai dit 1, 4, une inversion. L'inversion, c'est là, il faut regarder, c'est les antécédents qu'on écrit. 1, 4, il y a une inversion aussi en 1, 7. Regardez, 7 est plus grand que 1, et son image est plus petite. Les inversions concernant les paires commençant par 2, alors l'image de 2, c'est 6, donc il y a une inversion en 2, 3. Il y a une inversion en 2, 4, en 2, 5, en 2, 6, non, mais par contre en 2, 7, oui, 2, 7. Maintenant, les inversions concernant les paires commençant par 3, alors l'image de 3, c'est 4. Il y a une inversion en 3, 4, parce que l'image de 4, c'est 1, et en 3, 7. 3,7. Alors, des inversions concernant une paire commençant par 4, il n'y en a pas, puisque l'image de 4 c'est 1, là on aura pour 5, 6 et 7 que des images strictement plus grandes que 1. En revanche, il y a une inversion en 5, 7. Et finalement, une inversion en 6, 7. Alors, comptons, ici j'en vois 2 fois, 4, 8, ça fait 10, donc ici le nombre d'inversions présenté par sigma c'est 10, et donc la signature de sigma c'est moins 1 exposant 10, c'est-à-dire que la signature de sigma vaut 1. Alors, le vocabulaire qui va avec cela, on dira que cette permutation de 1,7 est une permutation paire. On appelle paire des permutations dont la signature est 1 et impair la permutation dont la signature est moins 1.
J'écris ça et on voit ce que ça donne pour les transpositions et pour les cycles. J'écris le vocabulaire que je viens de vous annoncer, ou définir. Pour sigma appartenant à grand sigma n, on dit que sigma est une permutation paire si sa signature vaut 1 et est impair si sa signature vaut moins 1. Une proposition importante avant de poursuivre. Pour sigma et sigma prime dans grand sigma n, la signature d'une composée, c'est le produit des signatures. C'est-à-dire que signature de sigma prime grand sigma, c'est signature de sigma prime fois signature de sigma. Remarquez que ces deux-là étant dans moins 1, 1, leur produit aussi est dans moins 1, 1. Faisons la preuve. Alors, j'ai regardé la signature de sigma prime rond sigma. A priori, c'est le produit pour tous les i strictement plus petits que j de cette différence-là. Donc, sigma prime rond sigma de j, que j'ai écrit sigma prime de sigma de j, moins ici sigma prime rond sigma de i sur j moins i. Il n'y a pas ni ça, ni ça. Ceci dit, puisque vous savez qu'ici i n'est pas égal à j, sigma de i n'est pas égal à sigma de j, sigma est une bijection, je vous rappelle, de 1n dans lui-même. Donc je peux rajouter ici et là, diviser puis remultiplier ma fraction par sigma de j moins sigma de i. Alors là, j'ai pas tout écrit, mais vous voyez que le produit de ces deux produits se coupe en deux, donc le produit de ce quotient fois le produit de ce quotient. Et le produit de ces quotients, là, sigma j moins sigma j, sigma j moins sigma i sur j moins i quand i est plus petit que j. Je répète, le produit de tous ces quotients, ça porte un nom, c'est signature de sigma. Qu'est-ce qui reste alors? Eh bien, le produit des premiers quotients de la forme sigma prime de sigma de j moins sigma prime de sigma de i, divisé par sigma de j moins sigma de i. Mais là, c'est comme tout à l'heure. Finalement, toujours parce que notre sigma est une bijection, ici, il va apparaître toutes les différences concernant les paires KL. Alors, l'idée, c'est la suivante, c'est qu'en fait, une paire, je peux très bien la prendre KL comme ça, en bloc, décider que c'est K qui est plus petit que L, et ici, si j'ai L moins K, inversé, je change, mais je change aussi le numérateur. Autrement dit, si la différence du bas concerne K moins L, je la laisse telle qu'elle, et L moins K, je peux toujours décider que c'est L moins K. Quitte à changer le numérateur aussi. C'est-à-dire, j'écris sigma prime de L moins sigma prime de K. Puisque regardez, ils sont dans le même ordre, donc il suffit de le mettre dans le même ordre, la différence du numérateur et du dénominateur, pour assurer l'égalité de la fraction. Donc je peux toujours imposer que les dénominateurs soient positifs, en quelque sorte. Du coup, ça, comme tout à l'heure, c'est un produit sur des indices K et L muets de ce quotient, et ça porte un nom là, tout ça là. Hop, je peux mettre ici des parenthèses si vous voulez, le produit porte un nom, c'est la signature de sigma prime. Signature de, attention, j'ai écrit sigma, excusez-moi, signature de sigma prime, ce qui achève la démonstration. Alors, ceci, en termes de groupe, vous savez que grand sigma n muni de la loi rond est un groupe. On peut dire que moins 1 est un groupe également pour la loi fois. Regardez, il est stable par fois. Fois est une loi de composition interne, donc dans moins 1. Le neutre, c'est 1, et tout élément a son symétrique pour fois à l'intérieur de moins 1. Le symétrique de 1, c'est lui-même. Le symétrique de moins 1 également. Donc, ici, on peut dire que le groupe moins 1 virgule fois en est 1. Alors, dans ces cas-là, regardez, quand on a cette expression, donc sigma, la signature, envoie une composée, enfin la signature d'une composée, c'est le produit des signatures. On dit que sigma, qui va de grand sigma n dans moins 1, et qui a une permutation petit sigma associe sa signature, est un morphisme de groupe, du groupe grand sigma n pour la loi rond, dans le groupe moins 1, pour la loi fois. Voilà. Alors,
il est temps, ça fait 2 tableaux que je l'annonce, mais faisons-le maintenant, de déterminer les signatures des transpositions et des cycles. Alors, déterminons ici la signature d'une transposition. On se place dans grand sigma n pour i strictement plus petit que j. Alors, je ne répète pas que i et j sont des entiers entre 1 et n. On appelle TIJ, ou avec la notation cycle, IJ entre parenthèses, la transposition donc qui envoie I sur J sur I, et qui laisse tous les autres entiers de 1n invariants. Si on utilise la notation usuelle et complète de cette permutation, il faut écrire 1, I-1, I plus 1, J-1, J plus 1, N, dire que 1 est envoyé sur 1, puis tout le monde sur lui-même jusqu'à I-1, I est envoyé sur J, I plus 1 jusqu'à J-1, tout le monde est envoyé sur lui-même, J est envoyé sur I, puis tous les autres entiers successeurs dans un N sont envoyés sur eux-mêmes. Cherchons donc où IJ présente des inversions. Alors, d'abord on la périphérie bien sûr, on va la laisser de côté celle-là, commençant par I. Alors regardez, I est envoyé sur J, J est envoyé sur I est plus petit que J et l'image de I plus grande que l'image de J. Donc en IJ il y a une inversion. Une autre remarque, c'est que en les paires de 2 invariants, il n'y a jamais d'inversion. En les paires de 2 invariants, il n'y a pas d'inversion, puisque tout le monde, ils sont classés, les images sont classées dans le même ordre que leurs antécédents. Donc, il faut chercher des inversions en quelque chose qui commence par I ou en quelque chose qui finit par J. Alors, en commençant par regarder, je répète ici juste une remarque, les inversions qui commencent par 1 et jusqu'à I-1, il n'y en a aucune. Parce que, regardez, là, 1, I-1 ont des images qui sont à chaque fois minimales. Autrement dit, aucun de leurs successeurs n'aura une image plus petite qu'elle. On peut donc commencer à chercher les inversions pour les paires concernant I. Alors, en I plus 1, il y en a une. Oui, regardez, I est envoyé sur J, I plus 1 sur lui-même, et avec la notation ici, J est plus grand que I plus 1, donc il y a une inversion en I plus 1. De même en I plus 2, puis en I plus 3, puis en I, J-1. La périphérie, je m'en suis occupé. Ensuite, en I, J-1, il n'y en a plus, vous voyez, puisque J-1 récupère une image plus grande que celle de I, ni en I, N. Alors, les inversions qui finissent par J, si j'ose dire. Donc, regardez, il y a I plus 1 J. Là, il y a une inversion en I plus 1 J. Pourquoi ? Parce que I plus 1 est envoyé sur lui-même et J sur quelque chose de plus petit. De même, I plus 2 J. Et finalement, J-1 J. Ensuite, je vous laisse regarder, il n'y a plus d'autres inversions que celles concernant la paire IJ. Alors, les inversions, il y en a donc, celles sont présentes dans les paires I plus 1 jusqu'à IJ-1, I plus 1 J jusqu'à J-1 J. Mais ces deux nombres de paires là sont égaux, à savoir à chaque fois J moins I. Ici, c'est par exemple, vous écrivez J-1 moins I plus 1. Et donc ça fait J moins I moins 2. Et encore après, donc ça fait J moins I moins 1. J moins I moins une fois. Plus celle qui est toute seule, c'est celle-là. IJ. Donc plus 1. 1 ici, regardez, si vous voulez retrouver le résultat, c'est J moins 1 moins I plus 1 et encore plus 1. Donc ça fait J moins 1 moins I et ici J moins 1 moins I, le même. D'accord ? Alors, ça fait un nombre impair d'inversion. C'est donc ici I indice sigma, où sigma c'est la transposition IJ, est impair. Donc, la signature de IJ, c'est moins 1. À retenir, une transposition est une permutation impaire. Alors, une application de cela, c'est que, alors on a vu dans un point précédent que toute permutation de 1n peut se décomposer comme un produit ou une composée de transposition. Eh bien, si sigma est la composée de n transpositions,
Alors sigma s'écrit, je sais pas, T1, T2 jusqu'à T grand N, où à chaque fois on a une transposition dont la signature est moins 1. Mais comme la signature d'une composée c'est le produit des signatures, ça va, la signature de sigma finalement, ça va être moins 1 exposant grand N. Hein, je vous laisse dire ça, enfin écrire ça en écrivant par exemple le fait que sigma c'est T1 rond T2 rond Tn ou T1 jusqu'à T grand N sont des transpositions. Alors c'est un autre moyen de calculer la signature d'une permutation. Vous la décomposez en transpositions et vous comptez le nombre de transpositions obtenues. Si ce nombre est pair, la signature est 1 et on dit que la permutation est paire. Si le nombre de transpositions est impair, vous voyez que la signature est moins 1 et vous dites que votre permutation sigma est impair. Alors, pour terminer, on va faire ça pour les cycles. Bon, finalement, j'ai écrit une petite justification à ce que je viens de dire. Hein. Si sigma, c'est une permutation qui s'écrit T1, rond T2, rond T, grand N, où les TK là, sont des transpositions, c'est-à-dire que TK est la transposition IK-JK, hein, I et J étant choisis. Hein. Ça c'est le choix du lien, choix de J2 pour la transposition T1. Alors le fait que la signature d'une composée soit le produit des signatures, ça marche pour deux, mais ça marche pour autant que vous le voulez. Hein. Une petite récurrence montre ça facilement. Donc la signature de sigma, c'est la signature de T1 fois la signature de T2 fois la signature de Tn. Mais chacune de ces signatures vaut moins 1 puisque les transpositions ont toutes une signature égale à moins 1. Autrement dit, la signature de sigma, c'est moins 1 exposant grand N, où N est le nombre de transpositions dans l'une de ces décompositions. Cas des cycles, alors dans grand sigma N, soit C un P cycle, je vous rappelle que P est supérieur ou égal à 2. Alors on note K1, K2 jusqu'à Kp, des entiers, K1 est envoyé sur K2, qui est envoyé sur K3, je vous rappelle, Kp-1 est envoyé sur Kp, alors que Kp est envoyé sur K1. On a vu qu'un tel cycle pouvait se décomposer comme produit ou composé de transpositions, à savoir K1, K2, rond K2, K3, rond Kp-1, Kp. Je vous renvoie à un point précédent pour voir cela. Alors attention, ici, hein, vous voyez, il y a une parenthèse de moins que de K. Hein. Autrement dit, c'est la composée de P-1 transposition. Transposition. Vous voyez qu'un 3 cycles, donc K1, K2, K3, est la composée seulement de 2 transpositions. Et ensuite, par récurrence, de P-1 transposition, il faut un S quand même, hein, puisque P-1, c'est un... ça peut être plus grand que 2. Donc, la signature de C, notre cycle, c'est moins 1 exposant P-1, où P est la longueur, où P est la longueur de notre cycle. Autrement dit, et à retenir, la signature d'un P-cycle de sigma n, c'est moins 1 exposant P-1. Remarquez que si P égale 2, on retrouve les transpositions, hein, puisque les transpositions, c'est les deux cycles, et 2 moins 1, ça fait moins 1 exposant 1. Alors, voilà pour ce bref rappel sur les permutations de 1n et ce qu'on appelle le groupe symétrique. Tout ceci n'est en fait qu'une introduction au cours qui va venir concernant les déterminants où le groupe symétrique va jouer un rôle important. À bientôt.